Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vers une modification du code électoral au Burkina Faso, le gouvernement aurait approuvé un avant-projet de loi pour inclure les déplacés internes au processus électoral. Le pays en compte plus d'1 million. Le Soudan sous pression. Plusieurs institutions ont aussitôt sévi après le coup de force des militaires. L'Union africaine notamment a suspendu le pays de ses instances. Et puis la mise en garde du Fonds international de développement agricole à quelques jours de la COP26 à Glasgow. Face au réchauffement climatique, les producteurs africains devront nécessairement adapter et repenser leur culture. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le conflit au Tigré semble gagner du terrain en Éthiopie. Les rebelles tigréens seraient tout près de pénétrer dans la ville de Dessi, située en région Amara. Désormais, la question de la suite de la bataille se pose. Parallèlement, les raids aériens se poursuivent à Mekele. La capitale de la région du Tigré a une nouvelle fois été la cible d'une frappe aérienne ce jeudi. Bilan, au moins 10 morts et plus de 20 blessés selon une source hospitalière. D'après le porte-parole du gouvernement, c'est la Mawit Kassa. Cette offensive visait une usine utilisée par le TPLF pour entretenir ses équipements militaires. L'actualité, c'est aussi l'interpellation au Mali du 4e vice-président du Conseil national de transition, Issa Aoundjim. L'ancien porte-parole de l'imam Mahmoud Dicko a été interpellé ce 26 octobre par la gendarmerie pour des propos jugés subversifs qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Selon son avocat, Maître Kassoum Tapo, il a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako. La même source précise qu'il est poursuivi pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. Réputé pour être très critique envers le Premier ministre Choguel Maïga, Issa Aoundjim doit être jugé ce vendredi. Le Burkina Faso compte plus d'1 million de déplacés internes en raison du terrorisme. À l'approche des élections municipales prévues en principe pour mai 2022, le gouvernement s'attelle à ce que les personnes déplacées puissent voter dans leur commune d'accueil. Pour ce faire, un avant-projet de loi aurait déjà été adopté par le gouvernement. Mildred Diamou. La démocratie est en marche au Burkina Faso. Le pays veut inclure les déplacés internes dans le processus électoral. Le 27 octobre 2021, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi qui devrait permettre aux 1,4 million de déplacés internes du pays de voter dans leur commune d'accueil lors des prochaines élections communales et régionales prévues en mai 2022, d'après une annonce du ministère de l'Administration. La Commission électorale nationale indépendante sera chargée de faire un état des lieux de la situation au Premier ministre qui va saisir le Conseil d'État pour que ce dernier constate les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui rendent impossible la tenue de l'élection. Après le délibéré du Conseil d'État, la liste sera portée à la connaissance de tous les acteurs politiques et de tous les observateurs au plus tard 90 jours avant le scrutin. Au Burkina Faso, l'insécurité a privé des milliers de déplacés de leur droit de vote. Des milliers d'habitants ont fui les attaques terroristes qui persistent dans certaines régions du pays. En fuyant les attaques, ces déplacés laissent derrière leurs papiers d'identité des documents nécessaires lors du vote, ce qui rend impossible leur participation au scrutin. C'est un projet qui était attendu par un certain nombre d'acteurs, notamment de la société civile, parce que lors des élections de 2020, je pense que les grands oubliés, les grands absents, c'était ces déplacés qui avaient fui leur village, commune ou ville à cause de l'insécurité. Et les partis politiques ont décidé de corriger cela. Ils ont eu un dialogue politique à 2 reprises entre l'opposition et la majorité, ce qui a abouti à ce consensus qui est introduit désormais pour la modification du code électoral afin effectivement de permettre à ces personnes déplacées, leur droit électif va être respecté. Ça, c'est un acquis, mais on sait aussi que la situation peut évoluer sur le terrain et ce qui est probable vu l'évolution actuellement des attaques à l'est et dans le nord du pays. Le projet de loi permettant aux déplacés internes de participer au processus électoral au Burkina Faso s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des promesses faites lors du dialogue politique. Les autorités s'engagent à prendre des dispositions pour régler les problèmes liés à l'organisation du scrutin dans les localités affectées par l'insécurité.
Après le coup de force des militaires, le Soudan subit les pressions de certaines institutions. L'Union africaine notamment a décidé de suspendre le pays de ses instances et ce jusqu'à, je cite, la restauration effective de l'autorité de transition dirigée par des civils. Autre sanction, cette fois-ci imposée par les États-Unis, la suspension d'une aide financière chiffrée à 700 millions de dollars. Philométine. Au moment où les arrestations se multiplient au Soudan suite au coup de force militaire qui a dissous mardi 26 octobre les autorités de transition, la pression internationale s'accentue sur le pays. La communauté internationale n'a nullement manqué d'appliquer des sanctions aussi bien d'ordre diplomatique qu'économique contre le pays. Lundi 25 octobre, le département d'État américain avait déjà procédé à la suspension d'une aide financière de 700 millions de dollars à la transition soudanaise. La Banque mondiale a interrompu mercredi les décaissements pour les opérations au Soudan. L'Union africaine a également décidé mercredi 27 octobre la suspension du pays de toutes ses instances. Il est évident que cette rupture de l'ordre constitutionnel vient remettre en cause les programmes économiques et financiers dont le Soudan a bénéficié. Déjà en septembre, la conférence internationale sur la reconstruction du Soudan qui avait mobilisé des financements importants permettant de réduire le taux d'endettement de ce pays. Et le Premier ministre Abdallah Hamdok, grâce à son leadership et également à son passé à la Banque mondiale, a permis de mobiliser des financements importants. Donc un tel coup de force va permettre alors un recul de la transition économique et même politique en cours. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que la communauté internationale puisse faire la part des choses. Il faut cibler notamment les officiels, ceux qui sont l'objet du coup d'État et non prendre en compte la population soudanaise qui a souffert le martyre des 30 années du régime de El-Béchir. Avant ce récent coup d'État, le Soudan s'était engagé dans un programme de réforme économique qui lui avait ouvert la voie à l'apurement des arriérés et à l'éligibilité à l'allègement de la dette. Ce coup de force met en péril ce soutien international alors que la transition civile avait permis au pays de sortir d'un isolement du système financier et diplomatique international durant 3 décennies. En réalité, les ouvertures qui ont été faites par le gouvernement du Premier ministre Hamdok, notamment la réaffirmation de la laïcité de l'État, la question des droits des femmes, la collaboration du Soudan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, étaient des gages, des garanties sûres pour la communauté internationale. Donc on peut comprendre dès lors qu'aujourd'hui cette communauté internationale semble être abusée par le coup de force intervenu au Soudan. Donc, de telles sanctions seront tout à fait graduelles. La situation reste tendue au Soudan. La quasi-totalité des dirigeants civils ont été arrêtés. Au moins 7 personnes auraient trouvé la mort et plus de 140 autres blessés lors des manifestations. Par ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans un communiqué publié mercredi 27 octobre, annonce l'envoi d'une mission au Soudan pour dialoguer avec toutes les parties en vue de trouver une solution amiable à l'impasse politique actuelle. Au Zimbabwe, la pandémie de coronavirus est venue aggraver la crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis des années. Son économie est aussi asphyxiée par les sanctions économiques internationales. Face à cette situation, la communauté de développement d'Afrique australe appelle à la levée de ces mesures. Samantha Sabero Sabubanga. Afin de permettre au Zimbabwe d'aller de l'avant et sans entrave de sa quête à la croissance économique, les pays membres de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, souhaitent la levée des sanctions internationales imposées à ce pays. En soutien à son pays membre, la SADC a organisé lundi 25 octobre un appel de lutte pour la levée des sanctions immédiates contre le Zimbabwe. L'annonce a été publiée par le site internet de l'organisation de la région. Il y a sensiblement plusieurs grilles de lecture à ce qui se passe au Zimbabwe quant à la levée des sanctions qui pèsent lourdement sur le pays. Premièrement, on peut voir d'un bon œil le fait que la SADC mobilise tous ses pays membres et donc les pays de la sous-région afin que cette levée de sanctions soit effective. Depuis février 2002, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé au Zimbabwe plusieurs sanctions financières. Ces sanctions avaient été à l'origine imposées contre l'ancien président Robert Mugabe et ses proches, leur interdisant de se rendre aux États-Unis. D'autres mesures ont bloqué l'accès au Zimbabwe auprès des institutions financières internationales. S'ajoute à cela quelque chose de très positif, le fait que l'ONU a diligenté une enquête afin de savoir quelles étaient les conséquences des sanctions infligées au Zimbabwe par les États-Unis et l'Union européenne. Tout cela peuvent
tube doré que ces sanctions vont être levées. L'autre constat que nous pouvons donner, c'est que la situation économique est désastreuse, puisque le Zimbabwe est en proie non seulement à une crise au niveau climatique qu'elle subit de plein fouet, et elle fait partie aussi de ces pays qui ont subi également frontalement la crise sanitaire, ce qui fait que sur le plan économique, les investissements restent faméliques au niveau annuel en termes d'entrée d'argent. Les chefs de mission et chargés d'affaires de la SADC jugent ces sanctions illégales et punitives pour l'économie du Zimbabwe, d'où cet appel à leur levée immédiate et inconditionnelle. Ils se disent inquiets et désapprouvent leurs mesures d'austérité qui sont imposées au Zimbabwe depuis plusieurs années. Selon eux, les sanctions imposées au Zimbabwe, qu'elles soient ciblées ou restrictives, constituent une contrainte ou une entrave fondamentale aux perspectives de redressement économique, de sécurité humaine et de croissance durable du pays. J-2 avant l'ouverture de la COP26 à Glasgow. Avant cet événement majeur pour la planète, le Fonds international de développement agricole a lancé un certain avertissement qui concerne en particulier les agriculteurs africains. Si les températures continuent de croître, des cultures de base dans 8 pays africains pourraient diminuer jusqu'à 80% d'ici à 2050, stipule le FIDA. L'institution onusienne préconise donc à ce que davantage d'investissements soient réalisés en termes de techniques, semences et formations. Ange Bijou-Nomenio. À quelques jours de la COP26 en Écosse, le Fonds international de développement agricole plaide pour d'importants investissements en techniques, semences et formations. Les petits exploitants agricoles du continent africain vont devoir investir et repenser leur culture face au changement climatique. Pour le FIDA, ils doivent délaisser notamment le maïs, gourmand en eau. Des cultures s'en sortiront mieux, comme le manioc, l'arachide, les haricots, le sorgho et le millet, précise l'organisation. Préserver nos ressources naturelles et enrayer le déclin de la biodiversité est aujourd'hui une urgence absolue. Accélérer l'adoption des solutions basées sur la nature, de l'agroécologie et de l'agriculture de précision constitue un levier de transformation puissant. Il faut remettre les petits exploitants au cœur des systèmes alimentaires. Ils doivent pouvoir vivre dignement de leur travail et leur contribution à la pérennité du vivant doit être reconnue. Pour le FIDA, les perspectives sont sombres pour tous. Entre 2040 et 2069, les températures sont attendues en hausse de 2 degrés Celsius, voire plus, jusqu'à 2,6 degrés Celsius dans certains endroits. Dans le même temps, les précipitations vont devenir plus rares et erratiques avec les inondations, menaçant les cultures et la stabilité des sols. Des investissements soutenus et ciblés seront décisifs pour un impact durable au niveau mondial, national et local. Nous devons redoubler d'efforts pour qu'une seule santé devienne une réalité. Le FIDA précise dans son rapport que tous ces changements impliquent d'importants investissements en techniques, semences et formations. Elle rappelle qu'avoir des outils pour transformer les récoltes, par exemple en farine ou chips de manioc, présente l'avantage d'éviter que les cultures ne se gâtent, tout en augmentant potentiellement les revenus des fermiers. Un mot de sport à présent avec le bilan du premier tour des éliminatoires de la prochaine CAN féminine prévue au Maroc du 2 au 23 juillet. Plusieurs équipes ont déjà validé leur ticket pour le deuxième tour qui se déroule au mois de février. Parmi elles, celle de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou encore du Sénégal. Retour sur ces rencontres avec Roberto Bogbe. Des buts comme s'il en pleuvait dans les filets soudanais. C'est une équipe algérienne sans pitié qui a pulvérisé ses adversaires à Alger 14-0. Un score fleuve qui lui donne accès au second tour de ses matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique féminine. Une étape qui verra la participation de Ntchouta Diarra et sa bande qui mettent en feu le vestiaire de Japoma après avoir battu la République centrafricaine grâce à ces deux réalisations. La frappe du goal! Tout était fermé, nous avons essayé
on se disait que avec le match aller, elles allaient peut-être ouvrir le jeu au retour, mais ça a été encore plus difficile. Mais nous avons été préparés psychologiquement par le coach qui nous a dit que nous ne soyons pas étonnés si l'adversaire vient fermer encore le jeu. Et c'est la raison pour laquelle, même quand nous sommes allés en première mi-temps par rapport au match aller, nous n'avons pas paniqué. Nous savons qu'à un moment ou l'autre, elles vont ouvrir le jeu. Et il nous a dit beaucoup plus au niveau des balles arrêtées que tout se jouera à ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle en deuxième mi-temps, nous avons insisté là-dessus. Et je crois que le but vient aussi par là. Dans la liste de 22 qui accèdent au tour prochain, des éléphantes de Côte d'Ivoire qui sont allées s'imposer sur les installations du Niger qui n'a pas pu contenir des assauts à répétition. Un score de 9-0 sanctionne la partie. Les championnes en titre nigérianes sont fidèles à leur réputation de leader. Le Ghana les a subis, voyant leur parcours stoppé net. Un sort que connaît aussi la Guinée qui n'a pas pu faire la différence face au Mali qui lui inflige un 2-0. Il y a une question d'expérience. On avait en place une équipe malienne qui a à son sein beaucoup de joueurs jouant dans les championnats européens. Et tandis que nous avons des joueurs locales qui ont eu le mérite quand même de compétir face à une équipe malienne qui regorge de potentialité en termes de professionnalisme. L'objectif Maroc ne souffre de rien pour les Lions de la Teranga. Les chances de qualification du Sénégal restent intactes, elle qui a disposé du Libéria 6-0 après avoir perdu au match aller. Un esprit de revanche qui anime aussi le Gabon, le menant à une victoire d'1-0. Après cette phase où 22 sélections ont composté leur ticket pour le second tour, les 11 équipes victorieuses de cette ultime étape vont rejoindre le Maroc, pays organisateur de la Coupe d'Afrique féminine 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.